Bonsoir, merci d'être avec nous pour le journal de TNTV. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Forte turbulence sur le marché aérien local. Face à des coefficients de remplissage effondrés et des pertes qui s'accumulent, Air Tahiti craint elle aussi pour son avenir, mais la compagnie maintient le cap. Elle s'agrandit même avec un ATR loué à Air Calédonie. Indépendantistes et autonomistes face à la 4e commission de l'ONU cette année. Le Tapura Huiratira ne veut pas laisser le champ libre à la délégation Bleu Ciel. Le parti va lui aussi présenter ses arguments à New York. Le gouvernement est attendu sur la question où en est la réforme de la PSG. Longue maladie, affiliation aux différents régimes ou encore équité des prestations familiales. Nous ferons le point avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Il nous détaillera les principaux changements. Et comme chaque jeudi, il ne manque pas à l'appel pour nous donner des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Oriano Tefog nous parlera de taekwondo, de jiu-jitsu ou encore de surf. Rendez-vous en fin de journal dans TRA Sport. L'incertitude s'intensifie dans les compagnies aériennes domestiques. Alors qu'Air Moana cherche des fonds pour continuer son activité, Air Tahiti connaît elle aussi de fortes turbulences. La compagnie historique continue néanmoins d'investir avec récemment l'affrètement d'un ATR à Air Calédonie, de quoi maintenir sa capacité de vol. Le reportage de Thomas Chabrol. Un avion supplémentaire pour compléter la flotte jusqu'en août 2025. Air Tahiti a béni l'ATR 72 affrété à Air Calédonie. Avec cette location, la compagnie renforce ses capacités d'exploitation. La flotte compte désormais 12 appareils et même 13 en décembre, puisqu'un ATR 9 sera réceptionné. C'est l'aboutissement d'un projet de 4-5 mois de réflexion, de négociation. La raison essentielle de l'arrivée de ce nouvel appareil dans notre flotte et dans notre exploitation, elle est juste à côté. C'est la multiplication au cours de 2024 et 2025, multiplication des grandes visites de nos appareils. Si la compagnie maintient le cap avec un programme d'investissement de 16 milliards pour l'achat d'appareils neufs et d'équipements pour les pistes, son directeur ne cache pas son inquiétude sur l'état du marché domestique. Alors qu'Air Moana traverse de grosses turbulences après 1 an et demi d'activité, le marché est-il dimensionné pour plusieurs opérateurs? Air Tahiti, compagnie leader, accumule elle aussi des pertes financières. Sur les 48 pistes du réseau, toutes ne permettent pas de remplir les avions. Je rappelle que la perte de 2023 d'Air Tahiti, ça a été 2,3 milliards. La perte courante de 2024 sera de nouveau de l'ordre de 2 milliards. Et une société de droit privé ne peut pas se permettre durablement de perdre autant d'argent. Angoisse aussi parce que derrière ce qu'on appelle pudiquement l'entreprise, il y a des hommes et des femmes. Souvent on met en avant des dizaines d'emplois du côté de notre confrère, mais je rappelle qu'Air Tahiti, c'est 1600 salariés répartis dans l'ensemble des archipels. Sur un micro-marché dont la taille est aussi vaste que l'Europe, les compagnies font face à de fortes contraintes opérationnelles. Avec la concurrence, les prix ont forcément été revus à la baisse. Dans ce contexte, Air Tahiti a vu ses coefficients de remplissage s'effondrer sur certaines destinations, des taux qui restent également bas chez Air Moana. La voix des autonomistes se fera entendre cette année à la 4e commission de l'ONU. Cette fois-ci, pas question pour le Tapura Huiratira de laisser le champ libre au Tavini Huiratira. Une délégation ira sur place s'opposer au discours indépendantiste et prôner l'attachement d'une partie des Polynésiens à la France. Emma Mathieu nous en dit plus. L'organisation de leur déplacement s'est faite en toute discrétion. Le Tapura Huiratira a décidé d'envoyer une délégation pétitionnée à l'ONU cette année. Un choix motivé par une volonté de contrebalancer les propos qui vont être tenus sur place par les 17 élus du Tavini. Il était important que l'on entende aussi les autonomistes à New York. J'y crois pas beaucoup au pouvoir de la C24 tant que la France n'aura pas donné son feu vert. Je pense qu'au-delà de la Polynésie, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants auxquels s'intéresse l'ONU et son président Guterres. C'est la représentante Tepuaraori Terithei, le député Moerani Frebo, la Tavana Iselt Butcher-Ferry et le sénateur Teva Roffrich qui partent à New York pour porter la voix de l'autonomie dans la 4e commission. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin de travailler, ont besoin de manger. Je ne vois pas où il faut partir dans la décolonisation. Bon. C'est pour ça que j'aimerais porter ma voix aussi en tant que Pamuto et de dire que nous, on veut rester français.
Élection après élection, cette opposition s'est confirmée. Même en 2023... Les 4 pétitionnaires auront 3 minutes chacun pour faire passer leur message. L'occasion pour eux de dresser un autre tableau de la Polynésie française. À travers ce déplacement, j'ai le sentiment de porter la responsabilité de tous ceux qui ne sont pas pour l'indépendance. Beaucoup de gens nous disent mais ne les laissez pas parler à la place des Polynésiens, ne les laissez pas envoyer des messages qui sont faux. Allez rétablir la vérité. C'est fort de cette responsabilité que je fais ce déplacement parce que nous ferons notre discours en français et non pas en anglais pour que justement les Polynésiens puissent aussi comprendre le message. Je voudrais qu'ils se reconnaissent dans ce message et qu'ils se disent mais voilà ce que nous en pensons, qui n'est pas du tout ce que les autres disent. Au travers de ces interventions, la délégation autonomiste va faire une demande, celle d'envoyer une mission de l'ONU au Fénoua pour qu'ils puissent venir y faire leur propre constat. Et en Fénois, justement, où en sont les travaux de réforme de la protection sociale généralisée et globalement de la santé? Les concertations avec les partenaires sociaux ont commencé depuis peu. Ces réformes doivent notamment participer à l'absorption de la suppression de la TVA sociale, des changements annoncés pour redresser et pérenniser notre PSG. On en parle tout de suite avec notre invité, le ministre de la Santé en charge de la PSG, Cédric Mercadal. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler des réformes annoncées, comment se portent nos comptes sociaux? Les comptes sociaux seront à l'équilibre à la fin d'année, donc il n'y aura pas de souci. Ils sont même un petit peu excédentaires, très légèrement. Mais quand on a accusé un déficit, on ne parle pas vraiment d'excédent. Mais ils seront à l'équilibre. Mais il faut tout de même réformer, d'où la réforme de la PSG. Justement sur la PSG, vous allez dans un premier temps, à travers une loi de pays, revoir le dossier des longues maladies, communément appelé carnet rouge. Cela concernait plus de 46 000 personnes en 2023. Qu'est-ce qui va changer? On vous a entendu parler d'inégalité. Aujourd'hui, un carnet rouge était octroyé avec des listes différentes dans les 3 régimes. Ce n'étaient pas les mêmes maladies. La CPS avait décidé de prendre une seule des listes pour éviter les inégalités, mais sans texte légal. On va harmoniser ces listes pour que ce soit les mêmes maladies pour tous, déjà. Deuxième chose, il n'y avait pas de critères de définition pour tout un chacun de la longue maladie. Donc c'est à l'appréciation de chaque personne qui analysait les dossiers. On a posé des critères clairs pour déterminer de manière objective qui sera en longue maladie et qui ne le sera pas. Et ensuite, on viendra encadrer les prescriptions, ce qui permettra de limiter que des actes qui ne devraient pas rentrer dans une longue maladie, qui ne sont pas liés à celle-ci, soient pris en charge à 100%. Donc le remboursement des soins uniquement liés à la longue maladie, c'est ça? Tout à fait. Et pour harmoniser et contrôler le suivi des patients, justement, une loi relative à l'e-santé est prévue. Peut-on en savoir un peu plus? Alors la loi relative à l'e-santé, elle est importante parce qu'elle va permettre de toucher des soins au plus près de nos populations des îles. Derrière un écran, avec un protocole de soins partagé, l'infirmier pourra agir à la place du médecin et pourra être ses mains sur le terrain. Et ça permettra de limiter aussi le nombre des VASAN. Il ne faut pas oublier que les VASAN, à 75%, c'est un billet d'avion et un hébergement. On peut rappeler le coût des VASAN? C'est 5 milliards. Aujourd'hui, on est VASAN juste intérim, c'est 3 milliards. La réforme de la PSG sous votre ministère se traduira également par une réforme de l'affiliation au régime, donc RGS, RNS et RSPF. Une réforme que vous présentez comme plus équitable. Concrètement, le salarié qui est aussi patenté cotisera en fonction de son activité principale la mieux rémunérée. Est-ce bien ça? Pas tout à fait. En fait, la PSG aujourd'hui, c'est 3 choses, et c'est construit depuis 1995. C'est un beau système qui a été mis en place. Quand vous êtes travailleur, salarié, vous avez un contrat de travail, vous n'êtes pas dans les 2 autres régimes. Ce qui veut dire que si vous avez une patente à côté, vous ne cotisez pas dessus. À l'inverse, vous avez plus de 87 346 francs, vous êtes RNS, vous en avez moins, vous êtes RSPF. Ce qui se passe, c'est que nous, on va mettre l'activité au cœur de l'affiliation au RNS. Et ça voudra dire qu'une personne qui a une activité en même temps qu'un contrat de travail devra aussi cotiser sur sa patente. Ces ressources-là sont soumises à cotisation. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est au RNS aujourd'hui facture 10% à l'ensemble de ses clients. Alors que la personne qui est salariée et qui a une patente, elle ne la facture pas. C'est l'égalité entre les personnes qui exercent une même activité. Donc double cotisation pour les travailleurs patentés à la fois. Ce sera une cotisation sur la partie patente, c'est tout.
Il est également question de soutenir les travailleurs non salariés qui auraient des revenus limités, de les accompagner par exemple par des indemnités journalières s'ils ne peuvent plus travailler. En mettant l'activité au cœur du système, en fait, on va se rendre très vite compte qu'il y a des RSPF qui aujourd'hui sont actifs. On en a. Et il faut les accompagner. Il faut leur dire, vous savez quoi ? Le pays, en dessous de 87 346 francs, paiera vos cotisations, donc vous pouvez vous déclarer au RNS. Et en étant au RNS, en fait, ils auront droit à des indemnités journalières, c'est-à-dire au paiement de leurs arrêts maladie quand ils se seront cassés une jambe. Et moi, je connais déjà 3 agriculteurs à qui c'est arrivé. Et au moins, tu ne te retrouves pas dans le no man's land du RNSPF où tu n'as le droit à rien et tu es puni une deuxième fois alors que tu es actif. Là, on t'accompagne, on te suit et on te donne un salaire de substitution quand tu te casses une jambe. Et combien coûtera cet accompagnement du pays ? Cet accompagnement, aujourd'hui, est chiffré à 600 millions au regard des chiffres qui ont été communiqués par la CPS. Vous voulez aussi réformer le système d'aide sociale et tendre vers une équité des prestations familiales. Comment cela se traduit-il ? Parce que quand on touche à l'affiliation, on se rend vite compte qu'en fait, il y a 2 régimes où on peut être à mi-temps ou à moins de 87 346 francs et on touche 12 000 francs. Par contre, au RSPF, moins de 87 346 francs, on touche 15 000 francs. Donc il est plus favorable d'aller au RSPF et de ne pas déclarer ses activités. Demain, moins de 100 000 francs, vous aurez tous 15 000 francs. Peu importe le régime dans lequel vous êtes. C'est une vraie solidarité. Mais pour arriver à financer ce type de choses, au fur et à mesure de l'évolution d'un certain niveau de ressources, vous aurez un tout petit peu moins de prestations familiales. Donc voilà. Des aides sous conditions de ressources. Des allocations sous conditions de ressources. Il y aurait également l'augmentation de la prise en charge des frais de cantine pour tous. Pour la peine, pour compenser pour ces familles qui auront perdu un petit peu de pouvoir d'achat, on va compenser par la cantine pour tous. Parce qu'on va en faire une prestation légale qui sera la même somme dans les 3 régimes, là aussi, et qui sera plus importante, ce qui permettra à tout un chacun de mettre ses enfants à la cantine, de faire de la cohésion sociale, parce que moi je me rappelle d'une époque où, qu'on soit riche ou pauvre, on mangeait tous à la cantine, on mangeait avec ses meilleurs copains, et on se les a fait pour la vie, et peu importe le statut social dans lequel on était. Et l'avantage, c'est que, par exemple, le ministère de l'Éducation, l'an dernier, a mis 150 millions pour des repas plus sains à la cantine, ce qui permet de dire, au lieu d'acheter une bouteille de coca et un casco de chow mein, mettez vos enfants à la cantine, vous êtes mieux remboursés, on vous accompagne, et en plus, ils auront des repas de qualité. Et au-delà de ça, on fait de la cohésion sociale et pas de distinction au regard des repas. Ces grands changements dont on vient de parler, à partir de quand seront-ils appliqués ? Combien de temps vous laissez-vous ? Alors, on a déjà commencé à faire les réformes. La réforme de la longue maladie a été travaillée en début d'année. Aujourd'hui, elle est dans le circuit, elle est à l'Assemblée. Elle a reçu l'avis unanime et favorable du CESEC et du CSPSU, du Comité Stratégie pour la Protection Sociale. Ce qui fait que demain, il va être voté à la commission de l'Assemblée, la commission santé, et puis elle sera dans les rouages d'ici la fin d'année. Et toutes les mesures arriveront pour être applicables pour l'affiliation en 1er juillet de cette année, 2025. Alors, parallèlement à la réforme de la PSG, des réformes de santé, et ça commence par la modification du statut des établissements hospitaliers en établissements publics de santé. Quel est le but visé ? Le but visé, il est tout autre. Il est d'établir une projection pluriannuelle des budgets, déjà, pour avoir une meilleure lisibilité du besoin en soins et de mieux étaler les dépenses sur 3 ans, ce qui permettra de revenir à un meilleur équilibre de ces régimes de prise en charge au niveau des établissements de santé. Mais c'est surtout d'avoir une meilleure modularité dans le cadre d'emploi de nos praticiens qui en ont vraiment besoin et d'établir de nouveaux types de contrats. C'est un travail que l'on mène avec le ministère de la fonction publique et qui sera présenté aux partenaires d'ici peu, parce qu'on est en train de harmoniser tous les services pour que tout le monde soit d'accord, et d'ici la fin de l'année, le présenter aux partenaires, ou en début d'année prochaine. Demain, vous partez à Paris pour la convention État-pays relative à la santé sur 3 ans. La dernière a été rallongée, on le rappelle. Vous voulez revoir les dispositions de cette convention, c'est bien ça ? Oui. Aujourd'hui, elles sont fixées quasiment exclusivement sur de l'investissement et de la formation. On veut plus de choses. On veut que l'État revienne à la table de la solidarité nationale, parce que, au final, on va aller discuter des molécules onéreuses. En métropole, dans les établissements de santé, ils sont pris en charge par l'État. C'est de la solidarité nationale parce que ça vient financer les labos. Et nous aussi.
Il faut que la solidarité nationale s'étende à nous. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le cancer, il est dû à certaines choses dans notre pays. Qu'aujourd'hui, les travailleurs qui étaient sur le site de Montrougeois, qui sont rentrés en métropole, sont pris en charge par 68 millions d'habitants et que nous, les cotisations, c'est 300 000 habitants qui assument pour nos Polynésiens. Il faudra que l'État vienne nous accompagner là-dessus. Et une deuxième chose, les évassanes urgentes, aujourd'hui, dans les autres territoires, c'est pris en charge par l'État. Ils pourraient nous accompagner aussi. Au-delà de tout ça, il y a d'autres travaux interministériels qui devraient toucher la santé des Polynésiens. On en a beaucoup parlé, la taxe sur les produits sucrés qui sera étendue à d'autres produits néfastes ultérieurement. Les recettes de la TVA sont fléchées au budget général et non vers la PSG. À quel moment vont-elles revenir vers les comptes sociaux ? Le travail se fera avec Warren. J'ai un ministre des Finances qui est un vrai technicien et qui connaît très très bien son domaine. On va travailler sur une taxation des produits les plus sucrés. La TVA est un des leviers qui permet d'agir là-dessus. Il va discuter avec les partenaires sociaux, je pense, pour faire une TVA juste, mais qui permettra de réduire la consommation en sucre de nos populations. Et l'objectif, il n'est pas tant l'affectation, il est de diminuer la consommation de sucre. Il ne faut pas oublier que le coût du sucre en Polynésie, chaque année, il est de 22 milliards sur les maladies issues de celui-ci. Donc les recettes générées par la hausse de cette TVA ne viendront pas forcément financer la prévention. Si, ils viendront aider à la prévention et au budget général, via le budget général, ou l'équilibre des comptes sociaux. À travers des dotations, par exemple. Tout à fait. Merci, Monsieur le Ministre. Je te remercie. Une semaine après l'incendie qui a ravagé un bâtiment d'une entreprise spécialisée dans le traitement et le recyclage de déchets à Tipperary, les enquêteurs poursuivent leur investigation. Selon nos informations, plusieurs pistes ont été écartées, dont celle de l'incendie volontaire, d'origine électrique ou d'une réaction issue d'un mélange de produits stockés par l'entreprise. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique a été saisi pour regarder un possible incident de pollution dans la rivière depuis l'arrosage. Selon le parquet, il aurait pu y avoir une pollution fluviale des suites de l'extinction de l'incendie. Des nouvelles à présent du président d'Air Tahiti Va'a et vice-président de la Fédération tahitienne de Va'a, Aldo Moeawe, rentré au Whenua sain et sauf. Il a été accueilli par sa famille et ses amis hier soir après un mois de convalescence en Californie. Ndiaba a assisté aux retrouvailles. Après 15 heures de voyage, de la convocation à Los Angeles au contrôle douanier à Tahiti, c'est avec un grand soulagement qu'Aldo tombe dans les bras de ses proches. Si je suis là encore aujourd'hui, on sait pourquoi. Merci Seigneur. Il y avait les messages, mais le fait de tous les voir là, la famille et les amis, bien sûr très content d'être venu. Son ami et coach du club Air Tahiti Va'a, Mateita Patoa, a tenu à l'accompagner pour son rapatriement. Pour sa famille comme pour ses amis rameurs, la nouvelle de l'incident le mois dernier avait profondément bouleversé. Ça fait plaisir de le revoir, en plus bien important. Content de le revoir sur le Whenua. On est resté là solidaires. On a gardé la foi, on a gardé le cap. On s'est dit que tous ensemble, on allait le ramener. On était sur la formation avec Aldo quand ça s'est passé. Mais après, il a été pris en charge et nous, on a continué. On pensait que c'était juste une hypoglycémie, comme on a l'habitude d'avoir ici. On n'est pas à l'abri de petites choses qui arrivent. Après, bon, ce qui lui est arrivé, c'est un peu spécial aussi. Ça, on ne pouvait pas le détecter facilement. Bon, après, on fait nos visites. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Si son cardiologue lui conseille d'attendre 3 mois avant de reprendre la rame, Aldo préfère prendre plus de temps pour sa convalescence et surtout profiter des siens. Voilà, et on lui souhaite un prompt rétablissement. On enchaîne avec notre rendez-vous du jeudi. On ne vous le présente plus. Place à Terra Sport. Il veille attentivement sur l'évolution de nos sportifs à l'étranger. Oriano Tefao nous a rejoint en plateau. Bonsoir Oriano. On part tout de suite en Corée du Sud, dans la ville de Chuncheon, où se disputent les championnats du monde junior de taekwondo.
Et oui, et on en parle parce qu'ils sont 6 Tahitiens sur place parmi les 963 athlètes venus de 127 pays. Kamakea Tiapari Kahi Panei étaient les premiers engagés dans la compétition. Après des duels serrés, n'ont pas pu passer le premier tour. Kamakea s'est incliné face à un adversaire de Taipei et Kahi a perdu devant un Bosniaque. Le deuxième jour, Duke Van Kam se déboîte l'épaule et doit arrêter son combat au premier tour. Vous l'aurez compris, le niveau est très relevé. Le jeune Kahi qui a combattu chez les moins de 63 kilos nous propose son bilan après le combat. J'ai ouvert le bal en faisant contre un Bosniaque. Malgré le stress et la pression, je n'ai pas pu passer ce tour. J'avais beaucoup de stress ce moment-là. Mais j'espère que le reste de l'équipe fera de leur mieux et qu'ils iront chercher cette médaille. Et ils sont 3 toujours en lice. Tekuramana Ateni et Ronuifahu s'aligneront ce samedi et dimanche. Ce sera au tour de Gabriel Ploton. On leur souhaite bien entendu le meilleur pour la compétition. Eux ne sont pas encore montés sur les tatamis, mais les petits combattants de la team Surpass veulent se surpasser au tournoi Inland Empire Jiu-Jitsu Open à San Diego ce week-end. Et oui, ils sont déjà à Los Angeles accompagnés de leurs parents et de leur coach Tam Fayo. En attendant la compétition, les petits combattants se sont entraînés dans l'Académie Alliance San Diego. Hier soir, leur coach a reçu sa ceinture marron des mains de son professeur Johnny Faria. À 2 jours de la compétition, nos combattants sont déterminés, comme il nous le montre dans cette vidéo. Regardez. Yorana la Polynésie, Yorana Tahiti. Donc voilà, nous c'est la Surpass Team. On est actuellement à San Diego pour une compétition qui va se dérouler ce samedi 5 octobre. Donc on a engagé 12 athlètes, 2 adultes et 10 enfants. Pour la plupart, c'est une première expérience. Donc on est venu un peu jauger le niveau et puis surtout une découverte pour tout le monde. Hein. Donc on va essayer de prendre un peu des repères et puis pour pouvoir revenir meilleur. Pour parler au niveau de la forme, on verra samedi. On ne peut pas dire aujourd'hui s'ils sont prêts ou pas. On va avoir confirmation samedi. Voilà. Direction l'Europe maintenant. Vahine Fierro, Tia Zebrowski, Kaolivas et Mihemana Brai sont au Portugal pour disputer le Ericeira Pro, la 5e et avant-dernière étape des Challenger Series. Et oui, dans le tableau masculin, le champion olympique a été éliminé lundi. Dès le premier tour, Mihimana Brai, lui, est sorti au 2e tour. Chez les dames, Tia Zebrowski et Vahine Fierro sont toujours en course. Tia, la surfeuse de 13 ans, passe sans souci les 2 premiers tours en terminant chaque fois première de ses séries. Exemptée de première manche, Vahine Fierro remporte sa série. Les 2 Tahitiennes sont donc qualifiées pour les 8e de finale et la Ericeira Pro doit se terminer ce week-end. On termine avec la rencontre d'un jeune footballeur tahitien en Bretagne. Comme lui, de nombreux espoirs tentent de percer dans le haut niveau en espérant une carrière professionnelle. C'est bien cela et en général, il passe par la case sport-études. C'est le cas de Sedovan Taniel, 17 ans seulement. Il a d'abord passé des tests d'entrée dans les clubs de Strasbourg, Lorient et Saint-Étienne. C'est donc à Lorient qu'il a été retenu. Le Tahitien s'y est installé l'année dernière. Aujourd'hui, il s'entraîne au sein des U19 en national et suit sa scolarité au lycée. Il nous fait part de ces difficultés qu'il a rencontrées lors de ses premiers mois d'installation. Au tout début, j'ai dû venir tout seul en France sans ma famille du coup. Et j'avoue qu'au début, c'était vraiment difficile. Hein. T'avais on va appeler ça des bad moods, on va dire. Genre, tu te sens seul un peu. Il fallait avoir un temps d'adaptation et dès que tu es adapté, c'est bon. Mais bon, il faut avoir le mental de continuer. Le matin, c'est vraiment scolaire et l'après-midi, c'est que entraînement jusqu'à 18h. Après, j'étais à l'internat au début. J'étais à l'internat et il y avait des temps d'études exprès pour nous. Et c'était comme ça pendant à peu près 1 an. Et avec cet emploi du temps millimétré, il faut avoir la tête sur les épaules. Cette année sera décisive pour Sedovan pour décrocher sa place en tant que titulaire. Le défi est de taille, comme il nous l'explique dans cette vidéo. Il faut avoir le mental déjà, il faut vraiment s'entraîner tout le temps.
comme on dit, il ne faut pas se contenter seulement des entraînements avec le club. Il faut avoir des entraînements à côté aussi pour avoir un petit coup d'avance sur les faut tricher. On a dit qu'il faut tricher cette place parce que les places, c'est vraiment réduit. Les places, si tu veux, on va garder une dizaine, mais ceux qui vont aller en pro, qui vont signer un contrat pro, il y en a 5 ou voire moins. Du coup, les places sont vraiment limitées, il faut vraiment sortir du lot. Et à chaque fois, on doit tirer un coup de chapeau à tous ceux qui font l'effort de partir et surtout de tenir bon loin du Fénois. Faïtoutou à tous nos athlètes. Des sportifs que l'on suit grâce à vous, Oriane Tefao. Merci pour cette intervention. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Dans un instant, votre magazine Moana vous emmène à Bora Bora pour la suite du reportage sur la saga 2024. Juste après de nouveaux épisodes de votre série Drop Dead Diva. À partir de demain, Davidson Bennett vous accompagnera pour vos éditions du week-end. On se retrouve lundi. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.